aujourd'hui et je suis ravi que nous parlions enfin de Star Wars 3, la revanche des Sith, puisque vous savez très bien que Star Wars 1 et Star Wars 2, oh, je n'aime pas trop parce que je trouve qu'il y a des personnages qui sont un peu vides de sens, Qui-Gon Jinn, Darth Maul et j'en passe. Et ici, eh bien, c'est le seul pour moi épisode de la prélogie qui vaut vraiment le coup. Et c'est peut-être assez dommage qu'il intervienne si tard, après tout. Mais bon, on est là pour le critiquer. Et ce qui est incroyable avec ce film, donc, c'est que c'est le seul vraiment qui raccorde, eh bien, qui crée des passerelles, qui crée des liens avec la trilogie originale que normalement les fans, comme moi en tout cas, adorent, mis à part Star Wars 6, mais c'est encore un autre problème. Ça, c'est pas grave, c'est à cause des Ewoks notamment. Mais bon, passons. Et figurez-vous qu'ici, donc, le souffle épique est enfin à son paroxysme, en tout cas il part crescendo dans le métrage, et il atteint eh bien, un degré de référence cinématographique éblouissant, je l'avoue, même si, eh bien, en même temps, en parallèle, eh bien, les gros défauts que l'on trouve, selon moi, en début de métrage, et vont finalement eh bien, être totalement inexistants et réduits à néant tout au long eh bien, de cette progression filmique qui est assez éblouissante et extraordinaire. C'est un film un peu diesel qui est vraiment magistral. On va commencer, je vous propose, avec les points négatifs et on viendra forcément ensuite eh bien, aux points positifs. Donc dans les points négatifs, eh bien, déjà il y en aura beaucoup moins que dans Star Wars 1 et Star Wars 2 et surtout ils seront de moindre importance. A savoir que oui, j'ai vu ce métrage peut-être maintenant 4 voire 5 fois. Donc oui, je suis forcément un peu plus exigeant avec ce film. Mais ce n'est pas grave, enfin non c'est pas grave, il faut des fois savoir être un peu exigeant. Et c'est parti. Alors, première chose qui me turlupine un peu, notamment lors du premier combat, on va dire, d'ouverture pour sauver, eh bien, Palpatine, c'est qu'Obi-Wan, alors c'est un détail, mais on a compris dans Star Wars 2 qu'il détestait piloter, il détestait les vaisseaux, et là c'est un peu lui qui coordonne en tant que général, eh bien, la grande contre-attaque et offensive, en tout cas plutôt aérienne, en début eh bien, de Star Wars 3. Je trouvais ça un peu particulier, et peut-être que là le personnage, eh bien, dans sa construction, subit tout à coup un écart qui m'a un peu désorienté, mais évidemment ce n'est qu'un détail, donc ça passe. Alors toujours dans ce combat d'ouverture, j'ai trouvé aussi assez désagréable que les personnages, à savoir Obi-Wan et Anakin Skywalker, en fait spoiler dans la vidéo j'ai oublié de préciser je crois, mais que tous ces personnages soient en train de commenter à chaque fois ce qui se passe. Il y a un missile qui arrive, il y a des électro-robots qui sont là, bref. Mais on n'est pas obligé, on n'est pas bête, hein, le public de Star Wars n'est pas complètement à côté de ses pompes. On est capable nous-mêmes d'interpréter, de comprendre eh bien, le mal, et on va dire, eh bien oui, le danger qui est face au personnage. Car en plus je trouve que ça crée un peu... J'irais même jusqu'à dire, eh bien, un peu un quatrième mur qui tout à coup te brusque un peu et te désoriente encore une fois. Voilà, le début est vraiment assez déroutant, je trouve. Et oui, alors ça fonctionne dans Deadpool, hein, le quatrième mur, le brisage pardon du quatrième mur. Mais là, dans Star Wars, ça paraît un peu particulier quand même. Hein. Autre point que je trouve assez, bon, bizarre, ce sont les robots, et même d'ailleurs R2-D2, ça concerne aussi hein, pour ce problème, qui sont en train de pousser des cris de douleur et de désarroi terrible lorsqu'il leur arrive quelque chose. Ce sont des robots, ce ne sont pas des Stormtroopers. Bon, libre à vous après d'être content de voir ça, c'est vrai, c'est rigolo, sur le coup. Mais bon, c'est un peu trop axé pour les petits, ça, hein. Alors là, vous avez remarqué que je suis en train de prendre, on va dire, pour moi, les défauts dans un ordre très chronologique, et peut-être que là, voici, pour moi, le plus gros problème de Star Wars 3, c'est, après tout, le plan de Palpatine. Je m'explique. Je trouve que le plan de Palpatine, alors oui, on sait bien qu'il va réussir, eh bien, à obtenir ce qu'il veut, exactement, à la lettre, mais quand on y réfléchit et qu'on sait exactement, quand on le revoit, ce qui va arriver, ça nous paraît complètement aléatoire. À savoir que son plan, c'est vraiment le plan le plus casse-figure qu'on ait jamais vu, qui repose sur des données qui sont tellement hasardeuses, que oui, des fois on se dit ok, bon, normalement Palpatine devrait être mort au moins 5 fois avant même de pouvoir espérer atteindre ne serait-ce qu'un dixième de son plan. Donc c'est quand même assez, oui, alors ça semble peut-être être un détail, mais vous voyez, moi ce que j'ai noté pendant le film, parce que oui, j'aime bien noter des fois quand je revois les films certaines choses, j'ai noté ici qu'il y avait donc eh bien, un plan voilà, qui reposait sur trop d'incertitudes. Et je trouve voilà, on va dire qu'il s'expose beaucoup pour pas grand-chose,
Enfin, pour pas grand chose, si, parce qu'il essaie de manipuler Anakin. Mais vu qu'en plus, il paraît, c'est pas très subtil d'ailleurs ça, que leur relation est hyper développée, hyper évoluée, alors dans Star Wars 1 et Star Wars 2, ils échangent peut-être 3 lignes de dialogue, ça paraît toujours un peu improbable. Et c'est là aussi que Star Wars 1 et Star Wars 2 constituent même des défauts pour Star Wars 3. Puisque oui, eh bien, leurs faiblesses, malheureusement, sont un peu en train parfois de parasiter, de contaminer Star Wars 3. Voilà. Mais sinon, écoutez, pour Palpatine, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouf. Ah oui, alors ça c'est aussi un point très rigolo, enfin ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment là l'erreur un peu bête qui te fait tiquer lorsque tu y penses seulement. C'est que, vous voyez, à un moment, donc il y a le vaisseau qui est en train de sombrer complètement au début, hein, c'est-à-dire que les turbos ou les réacteurs ont explosé, ou on ne sait trop quoi. Et là, il faut attendre que Général Grievous donne l'ordre d'activer les réacteurs de secours, parce que sinon, tant qu'il n'a pas donné l'ordre, on continue de tomber et on va mourir, mais c'est pas grave. Donc, oui. C'est un détail, ok, mais ça paraît un peu débilos quand même quand on y pense. Alors, autre problème, chose qui me perturbe un peu avec le personnage d'Obi-Wan, que je surnommerais, moi, dans ce film, Obi-Van, parce qu'il est sans cesse en train de balancer des blagues et des punchlines à tout va, et je trouve que ça ne colle pas au personnage, parce que ce qui fonctionne le plus et le mieux avec ce personnage, eh bien c'est tout simplement, pour moi, son rapport à Anakin qui n'est pas fait de cabotinage et de moments de franche rigolade, j'en suis bien désolé. Alors après, je vais quand même passer sur, pour moi, quand même, le fait que je trouve que Anakin rejoint un peu, quand même très rapidement, le côté obscur, à savoir que oui, on a bien compris qu'il était tiraillé depuis un moment, mais pour moi c'est vraiment trop abrupt, hein. C'est d'un coup, pof, je me retrouve du côté obscur, on me fait confiance un peu aveuglément, en tout cas l'empereur, voilà, ça y est, le prend sous son aile et puis une confiance en lui qui est complètement disproportionnée. Ça paraît un peu fou quand on y pense, mais après tout, vu que tout le film repose sur cela, on l'accepte amplement malgré tout quand même. Pourquoi les sbires de Palpatine décident-ils d'épargner Organa, parce que finalement c'est assez bête, puisque s'ils le laissent partir, ce qu'ils font exactement, et bien là il a le temps de prévenir tous les Jedi qui sont en train de se jeter dans un guet-apens. Donc là c'est une facilité scénaristique pour permettre évidemment à Organa ensuite d'adopter Leia et que ça raccorde avec la trilogie. Yoda aussi m'agace un peu par moment parce que je trouve qu'il continue quand même de... Enfin, il lui faut toujours 3 heures pour prendre des décisions quand même assez simples. Alors, le côté sagesse, si vous voulez, mais le problème c'est que si on utilise le temps qui nous est imparti de manière complètement à chaque fois inversée, j'ai quand même du mal à y croire. Autre problème qui me vient quand même en tête, c'est le fameux cri de Dark Vador. Alors oui, apparemment c'est un parallèle avec sa femme qui est en train d'accoucher des jumeaux, à savoir Luke et Leia. Mais excusez-moi, le coup du ça gâche complètement la scène qui avait une portée complètement incroyable, même si la symbolique là l'emporte un peu trop sur la logique à mon goût. Maintenant on va passer aux points positifs. Évidemment il y a d'énormes points positifs qui me font apprécier ce film et qui, je vous le reconnais, m'ont permis de mettre à ce film sur Sens Critique un 8 sur 10. Ce sera donc pour moi, dans mon système de notation, un 15 sur 20, je vous l'avoue, d'entrée de jeu. Enfin non, pas d'entrée de jeu, milieu de jeu, parce que je pense qu'on est au milieu de la vidéo. Tout d'abord, merci, chers amis de Star Wars, pour nous montrer le dilemme qui entoure Anakin, avec une musique qui est vraiment assez pétillante quand même, et qui fait à la fois flipper, qui te fait réfléchir, et qui te fait passer un peu par tous les états d'âme possibles pour ce personnage que tu n'arrives même plus trop à cerner, et tu ne sais même plus si tu peux t'y attacher ou pas. Ça devient un moment très compliqué pour le spectateur, et c'est pour ce sentiment quand même de tiraillement qui nous touche également, que nous sommes à fond. Je trouve également, donc en parlant de la musique, qu'elle est toujours très habilement utilisée, à savoir qu'à un moment, donc, nous avons Anakin qui part en speeder, enfin en tout cas en vaisseau volant, qui va rejoindre Dark Sidious avec une musique très joyeuse. Et donc à ce moment-là, on ne peut que se dire, si cette musique est là pour illustrer les états d'âme, et en tout cas le sentiment des personnages au moment M, à l'instant T plutôt, on n'a rien à craindre parce que Palpatine ne parviendra donc pas à bouleverser toute la psychologie et toute la moralité d'Anakin. Et finalement, ce n'est pas ce qui arrive. Et du coup, la musique est là pour te mettre
elle-même en difficulté et te faire croire le contraire de ce qui va arriver, et c'est d'une force et d'un brio assez incroyable et indéniable. Ce que j'aime également énormément dans ce film, je vous l'avoue tout de suite, c'est l'acteur qui joue donc Anakin Skywalker. Alors oui, je l'ai beaucoup critiqué dans Star Wars 2, mais ici déjà d'entrée de jeu, on ne le reconnaît pas trop avec sa nouvelle coupe de cheveux, ce qui est pour moi un point positif parce qu'il faut absolument oublier Star Wars 2 à ce moment-là, dans Star Wars 3. Et surtout, eh bien là, il est habité par le côté obscur. Enfin, là, on trouve enfin un acteur qui arrive eh bien, à rendre crédible un personnage et à l'incarner. Alors oui, ce n'est pas toujours parfait, il y a des problèmes par moments, quelques nuances malgré tout. Voilà, je ne peux pas dire que son rôle eh bien, est parfait, enfin en tout cas son interprétation est parfaite du début à la fin, mais c'est un acteur qui là s'est amélioré et qui me fait quand même plaisir dans ce métrage. Ouf. Le film parvient aussi également bien à jouer avec le destin des personnages, à savoir que donc évidemment tout ce qui entoure le discours de Padmé, dont on connaît déjà finalement grosso modo ce qui va lui arriver, son destin, son dark fate après tout, de référence à Terminator, film que je défends par ailleurs cette année, même s'il sera pas dans mes tops, faut pas rêver, enfin bref. Et donc Padmé, qui est déjà en train de se projeter sur un avenir que nous savons déjà très incertain. Et donc, eh bien, c'est là que je trouve que le film devient alors très dépressif, mais surtout très injuste avec la vie et avec les personnages qu'on a finalement, assez étonnamment, eh bien, qu'on prend plaisir à aimer et à apprécier dans ce film, ce qui est assez extraordinaire au vu de mon ressenti dans Star Wars 1 et Star Wars 2. Autre point qui joue vraiment sur l'imaginaire de manière très particulière, c'est donc la révélation de Palpatine à Anakin, qui donc explique qu'un certain Dark Plagueis, il fut un temps, a réussi eh bien, à dépasser la mort. Et là, alors déjà, le fait qu'on n'ait aucun flashback, que ce soit juste raconté, et donc que ça passe par voie orale, en plus d'un environnement extraordinaire dans ce Sénat, enfin dans ce Conseil de la République qui nous sidère encore une fois, ça ne fait finalement que nous montrer eh bien, un film qui essaye, et qui pour moi y parvient quand même, à nous proposer une dramaturgie très complexe, très fournie, très riche en personnages, mais qui vont tous servir la même cause, le cœur même du sujet, à savoir la relation Palpatine-Anakin. D'ailleurs, à noter aussi qu'on apprend que Dark Plagueis est tué par son disciple. Vous remarquerez que dès qu'un maître Sith, a un petit protégé, il finit quand même assez généralement par le tuer. Donc, je vous donne un conseil, eh bien, si vous êtes un grand maître Jedi ou même Sith, eh bien, ne prenez jamais d'apprenti sous votre aile, sinon, eh bien, vous savez déjà le nom et l'identité de votre meurtrier à venir. Petit conseil, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. S'il y en a parmi vous, je sais pas. Il y a également un élément qui m'est venu là avec ce nouveau visionnage, c'est que finalement c'est Dark Vador, Anakin, qui va créer Dark Sidious, qui va créer en tout cas eh bien, son apparence complètement hideuse. À savoir que donc, oui, en laissant Windu eh bien, lutter et affronter son futur maître, eh bien, Dark Sidious va quand même connaître, on va dire, une sorte de... Alors, peut-être pas de descente aux enfers, parce qu'il va quand même connaître finalement une ascension, mais une descente aux enfers, on va dire, très physique. Alors qu'évidemment, eh bien, sur un plan bien plus militaire, bien plus politique, là, oui, il l'a emporté, vraiment. Donc c'est déjà un petit paradoxe, et donc, finalement, c'est ce qui va se passer pendant tout le film, enfin, pendant toute la trilogie, et donc même la fin de prélogie, c'est que oui, finalement, eh bien, l'apprenti, déjà très implicitement, a déjà fait souffrir d'une certaine manière son maître, avant évidemment de lui porter le coup final lors de la grande bataille, extraordinaire ou pas, selon moi pas du tout, mais bref, dans Star Wars 6, où évidemment Vador jette Sidious dans le vide. Dit comme ça paraît vraiment débile. Film également qui est extrêmement intelligent dans sa prise de temps, à savoir que le Conseil de Jedi est en train de prendre l'eau de manière complètement progressive, pour bien t'énerver, voilà, pour faire monter aussi l'adrénaline. Et d'ailleurs Anakin qui aussi de son côté arrive, enfin on a l'impression en tout cas, manipuler et faire croire eh bien, des mensonges et des calomnies à sa femme Padmé, donc chapeau bas, et en plus leur alchimie fonctionne bien, oui, Nathalie Portman, et puis alors l'acteur, j'ai oublié chaque fois son nom, mais qui joue donc Anakin. Je suis bien obligé, parce que je l'adore cette scène aussi, de rappeler eh bien, à quel point l'ampleur du discours de Palpatine lorsqu'il le prend, on va dire, des pleins pouvoirs, avec donc cette réaction
réaction de l'audience qui est complètement dithyrambique, eh bien, montre à quel point les dialogues sont assez, encore une fois, pertinents, et ça change de Star Wars 2 avec j'aime pas le sable, j'aime la flotte, ou je ne sais quoi, je ne sais quel délire. Et en même temps, donc, parallèlement à tout cela, nous avons Yoda et Obi-Wan qui sont en train d'apprendre malheureusement la triste vérité sur Anakin, et Anakin qui tue de manière assez franche, voilà, eh bien les futurs Jedi, la future génération de Jedi qui pourrait, enfin qui aurait pu en tout cas si elle avait survécu, s'avérer être une terrible menace pour Dark Sidious et donc ses sbires. Et à ce moment-là, donc Anakin, eh bien, commence à voir les yeux, eh bien, exactement comme Dark Maul qui fut l'ancien apprenti de Palpatine, pour nous faire un petit parallèle et nous rappeler que Palpatine, oui, on a beau dire que les Sith fonctionnent comme une paire, n'est-ce pas, comme une paire de chaussures, enfin bref, mais cette fois-ci il faut quand même rappeler que Palpatine a tendance à changer généralement, de manière très systématique quand même, d'apprentis pour continuer à asseoir son pouvoir et même à l'accroître, n'est-ce pas, et le renforcer. D'ailleurs, pour utiliser ce parallèle entre Dark Maul et Dark Vador, Anakin qui tue, avec l'arrière-fond et la musique que nous connaissons dans Star Wars 1, qui rappelle donc le combat entre Dark Maul et Qui-Gon Jinn et Obi-Wan, et bien là pour nous rappeler que oui, cette fois-ci, la musique et tout l'aspect audio et même visuel n'est pas laissé au hasard. Bravo, haha, je suis content là, oui. Alors évidemment, donc le film se conclut un peu, on va dire, en termes de parcours de personnage sur Mustafar. À savoir que oui, c'est assez triste à nouveau, mais c'est la prophétie autoréalisatrice qui va mener Anakin et donc Padmé à leur fin, on va dire, respective par rapport alors soit à la vie, soit au côté clair de la Force, même si évidemment il y aura plus tard, dans un autre épisode, Star Wars 6, une rédemption pour Dark Vador. Alors je vais aussi vous proposer quelques petites interprétations sur des éléments assez particuliers à la fin du film, notamment avec le fameux combat sur Mustafar. Combat par ailleurs que j'aime beaucoup. Alors certains justement crachent sur celui dans Star Wars 4 parce qu'évidemment les effets spéciaux ne sont pas du tout au même niveau et que les mises en scène, eh bien oui, ne sont pas aussi magistrales, que l'environnement est bien plus terne peut-être dans Star Wars 4, mais bon, je vous rappelle déjà qu'il est parfois très important de connaître une certaine simplicité, et oui, mais rappelez-vous quand même que Star Wars 4, au cas où vous l'auriez oublié, a une symbolique qui est peut-être aussi importante, si ce n'est plus, que celle dans Star Wars 3, quand même, n'oublions pas. Mais ce n'est pas grave, nous ne sommes pas là pour comparer forcément les films. Maintenant, donc mon interprétation, c'est que, eh bien, vous voyez quand Padmé se retrouve presque inerte au sol et que Obi-Wan débarque un peu de nulle part, à ce moment-là, eh bien, Anakin et Obi-Wan vont se marquer, vous voyez, vont essayer de s'appréhender, ils sont en train de tourner, n'est-ce pas? Et là, tourner en rond, et à ce moment-là, Anakin s'éloigne de Padmé. Il s'éloigne donc du côté clair de la Force. Obi-Wan, lui, se rapproche de Padmé, ce qui montre donc sa fidélité, qui sera éternelle au côté clair de la Force. Et il va même vérifier d'ailleurs par bienveillance si elle est encore en vie. Enfin, par bienveillance, si on y réfléchit bien, il sera arrivé avant Padmé, elle ne serait pas morte, mais bon, c'est un autre problème. Enfin bref, calmons-nous, c'est pas grave du tout. Et aussi, alors, point assez important, vous avez remarqué que tous les méchants, et donc les Sith, ont des sabres de laser rouge, de couleur rouge, n'est-ce pas? Le faisceau lumineux est rouge. Et là, eh bien non, nous avons deux sabres laser qui ne sont pas rouges, même celui d'Anakin, qui est encore bleu. Qui montre donc à quel point, eh bien oui, il est passé du côté obscur, mais il n'a pas encore toutes les ressources, on va dire, physiques et peut-être mentales, pour parvenir à ses fins en étant du côté obscur. Car oui, au final, il va échouer face à Obi-Wan. Et donc, oui, le sabre pour moi est encore bleu, c'est-à-dire qu'il est encore, il a quand même encore un sabre qui témoigne peut-être de son appartenance au côté clair de la Force. Parce que, eh bien, pour pouvoir vraiment devenir un Sith reconnu, il faudra d'abord qu'il fasse ses preuves. Et là, les preuves, il ne les a pas encore faites. Oui, évidemment, il s'est jeté un peu, eh bien, sur son ancien maître, Obi-Wan, de manière un peu peut-être présomptueuse, n'est-ce pas? Voilà, il est très arrogant, il faut savoir quand même. Enfin, ça vous le savez, Dark Vador. Autre point important, c'est que pour montrer donc ce tiraillement toujours quand même d'Anakin, c'est qu'il essaye à un moment, il est peut-être sur le point de tuer, eh bien,
Obi-Wan lors du combat, en prenant le sabre, enfin en essayant d'attraper le sabre d'Obi-Wan, il essaye de le mener contre lui pour le tuer. Il essaye donc de le tuer avec le propre sabre laser d'Obi-Wan, mais pas le sien, montrant encore une fois que oui, on a compris qu'il était passé du côté obscur, mais il n'est pas encore en mesure de complètement, peut-être s'y dévouer. C'est comme ça que j'interprète, moi, ce passage. Autre point encore très symbolique qui concerne un autre combat, c'est celui entre Yoda et Dark Sidious, où Dark Sidious est en train de balancer à la figure plein de sièges à Yoda, et tout cela pour montrer évidemment qu'il est en train de bousiller totalement la démocratie pour installer évidemment sa dictature impériale. Autre petite référence qui est très implicite et qu'on ne perçoit pas forcément, donc qui est quand même assez agréable, parce que oui, clin d'œil réussi est égal à clin d'œil qui est compris par certains et qui fonctionne, et qui même pas compris par d'autres, ne pose pas de problème et laisse le film continuer sans problème majeur. Et là, c'est le cas. Donc, Yoda qui parvient à s'enfuir donc par un orifice, alors non, rassurez-vous, un orifice, un trou, si vous voulez. Je suis en train de... Bon, vous m'avez compris. Et donc, il va s'échapper, n'est-ce pas? C'est bien bizarre mon truc, enfin bref. Et là, hop, c'est Organa qui parvient à le rattraper. Et c'est un parallèle avec Star Wars 5 à la fin, où Luke est également, a perdu sa main à cause de son combat, peut-être l'autre main, je ne sais plus. Enfin bref, à cause de son combat contre son père Dark Vador, et qui va à ce moment-là également être sauvé par Lando et Leia dans le Faucon Millennium. Donc un petit parallèle astucieux qui, ma foi, est sympathique. Autre parallèle, encore un, oui, je suis désolé. C'est donc que Vador, au final, lui, il va lutter pour vivre, alors que de l'autre côté, Padmé, elle, va renoncer à la vie. Ainsi donc, Vador, lui, veut vivre pour Padmé, et Padmé ne peut plus vivre à cause de Vador. C'est génial. Star Wars 3, la revanche des Sith. Le film est bien car on sait pourquoi Anakin va devenir Dark Vador. J'ai bien aimé Yoda car on le voit se battre contre Dark Sidious. Ce qui est dommage, c'est que on savait déjà que le chancelier Palpatine était Dark Sidious. Ma note est 16/20. Grand merci à toi, Baptiste. Ah oui, oui. Donc, mes chers amis, vous avez compris que j'ai adoré ce film Star Wars 3. C'est dommage quand même que les 30 premières minutes soient un peu laborieuses, puisque oui, je reviens un peu sur lui, mais peut-être que le personnage, pour moi, de Grievous manque complètement de caractérisation. C'est un peu le genre de personnage qui sort de nulle part. Il utilise un peu des effets numériques de manière un peu bourrative et excessive quand même, lors de son combat avec Obi-Wan. Par ailleurs, tiens, j'ai une petite question, alors à ceux qui savent bien parler anglais, mais je ne connais aucun prof d'anglais dans mon entourage. Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Non, pardon, non, je ne connais pas. Donc, si vous-même êtes de grands fortiches en anglais, pourriez-vous m'éclairer en... Alors moi, j'ai regardé le film en VO. Le sous-titrage, à un moment, c'est Obi-Wan qui dit à Vador, enfin Anakin, tu es mon échec. Alors qu'en anglais, moi j'ai entendu I have failed you. Et pour moi, ça inverse complètement la situation, parce que là, on utilise, pour moi, I have failed you, ça marche bien davantage, parce que ça montre quand même à quel point Palpatine a réussi à arracher Dark Vador à la fois de sa femme, mais également de tous ses proches, dont même un peu son père, parce que I have failed you, pour moi, c'est un peu, Obi-Wan est un peu le forgeron d'Anakin et donc de Dark Vador, c'est comme ça que je l'ai perçu, alors que tu es mon échec, finalement, bon oui, c'est un peu la phrase expédiée comme ça, j'ai l'impression. Peut-être une des limites aussi de la VO, c'est parfois la traduction. Vous me direz ça en commentaire. Et un deuxième point, c'est que, petite question, ça c'est intéressant, c'est Jules Melon d'ailleurs qui m'y a fait penser lorsqu'il a fait sa rétro, d'ailleurs je vous renvoie à ses vidéos qui sont très bien, qui sont meilleures que les miennes, enfin presque, parce que les miennes resteront toujours meilleures, non je rigole, je suis en train de délirer complètement. On n'est pas là pour comparer, et on n'est pas en train de faire une compétition de toute façon. Mais vous savez qu'à un moment, au début du film, notre ami, le comte Dooku, va se faire tuer, n'est-ce pas? Et est-ce qu'à ce moment-là, comte Dooku sait qui est Dark Sidious? Moi je pense, il sait bien que c'est Palpatine qui est juste à côté de lui. Mais est-ce que pour se sauver, il n'aurait pas pu, à ce moment-là, jouer un peu au chantage et dire attends, ne me tue pas, je sais qui est le grand maître Sith, et alors là, à ce moment-là,
Anakin, pas Anakin justement, mais Palpatine, il aurait été bien enquiquiné. Dites-moi en commentaire aussi pour cela si ça vous branche, si vous avez réussi à arriver jusqu'à ce moment-là dans la vidéo qui m'apparaît un peu longue, n'est-ce pas? Allez, chers amis, eh bien rendez-vous maintenant pour la prochaine critique Star Warsienne, à savoir Star Wars 7 de J.J. Abrams, et ensuite on fera la critique de Star Wars 8, et ensuite on fera un compte rendu de Star Wars 9, The Rise of Skywalker. Allez, ciao et à la prochaine. Si jamais vous regardez cette vidéo et qu'il est très tard, voici une petite berceuse pour terminer la vidéo. Bon, on arrête là, ça suffit maintenant, ça délire. Ciao les amis. Et attention, car Star Wars 8 est un scandale.